Merci infiniment d'être venu. Ça fait plaisir de voir que malgré le froid, parce qu'il fait pas très chaud quand même demain, vous êtes venus nombreux écouter et compter M. Yves Mérode, qui est photographe et qui a participé à l'inscription de Lyon au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai beaucoup de plaisir à quitter le centre historique de la ville pour venir vous rencontrer et m'assurer que vous avez été à un moment donné avertis que cette ville de Lyon avait obtenu une distinction assez exceptionnelle puisqu'elle a été inscrite sur la liste prestigieuse du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça s'est passé en 1998 et ça a surpris énormément de monde, à commencer par les Lyonnais. Et je pense qu'autour de Lyon, on a dû aussi un peu en causer dans les chaumières. Beaucoup de personnes se demandaient mais qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à distinguer cette ville de Lyon, qu'est-ce qu'il y a donc à Lyon pour que ça mérite d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, c'est un petit peu pour ça que je voudrais d'abord vous entretenir, parce que c'est une longue histoire. C'est une longue histoire, on ne va pas remonter à l'époque romaine, bien sûr, mais c'est une longue histoire du XXe siècle. Il se trouve qu'au XXe siècle, le Vieux-Lyon, c'est comme ça qu'on appelle ce quartier qui longe la Saône sur la rive droite, depuis pratiquement le sud de l'Est jusqu'à la Mulatière, pratiquement. En gros, c'est une bande assez étroite, coincée entre la colline et la rivière. Ce Vieux-Lyon était en plein déclin, en pleine décadence, alors que quelques siècles auparavant, ce Vieux-Lyon était le quartier, disons, le quartier le plus couru, le plus magnifique, le plus animé, le plus intéressant de la ville de Lyon. Et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des projets pour démolir ce quartier qui était considéré par le maire de l'époque, un grand humaniste, Édouard Herriot, comme un ensemble de, un quartier tellement déshérité qu'il méritait d'être livré à l'équarrisseur. Si vous savez ce que c'est qu'un équarrisseur, vous avez compris. Donc, Édouard Herriot ayant prononcé ça, il y a eu en plus, en 1930, une catastrophe qu'on appelait la catastrophe de Fourvière. Une partie de la colline de Fourvière, comme on dit à Lyon, s'est abousée. Et elle est tombée sur le Vieux-Lyon. Il y a eu des morts, etc. Tout le monde connaît les tenants et les aboutissants de cette catastrophe qui est d'ailleurs, marquée chaque année par un hommage aux victimes et aux pompiers qui se sont précipités pour sauver ces braves gens et qui sont morts eux aussi parce que l'éboulement s'était déroulé en 2 étapes. Au lendemain de cette catastrophe, Édouard Herriot fait démolir une partie du Vieux-Lyon pour commencer justement à déblayer et à faire en sorte que là, on puisse faire naître un nouveau quartier qui soit dans l'esprit du temps. L'esprit du temps, c'est un esprit
qui a été déjà annoncé depuis, on va dire, le milieu du 19e siècle, quelque chose comme ça, à propos d'une réflexion sur les villes, et en particulier les centres, les grands centres urbains d'Europe, très denses, etc., etc., et pas toujours salubres, même parfois bien insalubres. Et à la fin du 19e siècle, une grosse épidémie de tuberculose a donné raison à tous ces hygiénistes qui souhaitaient que dans les villes, on puisse sauvegarder la vie des habitants en leur donnant plus de lumière, plus d'air, un air propre, un air purifié, etc., etc. Donc il fallait définitivement faire disparaître tout ce qui nous venait depuis le haut Moyen-Âge. Donc, le Vieux-Lyon se trouve mis au concours d'un certain nombre d'architectes dans les années 30, et des tas de projets apparaissent pour faire disparaître et remplacer ce quartier par des bâtiments très ouverts sur la lune, sur l'extérieur, avec des balcons, enfin, etc. Très, très confortables, magnifiques d'ailleurs, absolument magnifiques. Si on avait construit ex nihilo, ça posait aucun problème. Sauf que il y avait quand même un certain nombre de Lyonnais qui étaient aussi suffisamment cultivés et suffisamment connaisseurs de l'histoire de leur ville pour faire entendre tout de même que ce quartier, qui était certes en très mauvais état, qui n'avait pratiquement plus aucune, qui ne bénéficiait plus d'aucun soin, d'aucune transformation pour devenir moderne, pour devenir moderne au sens hygiéniste du terme, était tout de même la survivance, les vestiges correspondaient au relief, aux vestiges d'un quartier qui avait marqué l'âge d'or de Lyon à l'époque de la Renaissance, pour aller vite. Eh bien, ils ne pouvaient pas faire entendre leur voix, et c'est malheureux à dire, mais il a fallu qu'il y ait une deuxième guerre pour que les projets qui étaient prêts à être mis à l'œuvre soient abandonnés. Et les projets ont été abandonnés, et naturellement, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945-46, les projets sont ressortis des cartons. Il s'agissait de vraiment reprendre cette grande transformation des quartiers anciens de la ville. Mais, justement, à ce moment-là, en 1946, une petite association d'humanistes, de professeurs, de connaisseurs, d'amoureux du Vieux-Lyon s'était constituée et organisait, comme je le fais ici, des conférences, des visites, des promenades pour inviter les Lyonnais à découvrir que sous la crasse des ans, des siècles, il y avait des architectures absolument incomparables, des architectures absolument magnifiques qu'il fallait absolument préserver, qu'il fallait sauver du désastre et qu'il fallait remettre en valeur. Donc il y avait ces trois impératifs. Et cette association a donc pendant un certain nombre d'années, de 1946 jusqu'à la fin des années 50, au début des années 60, tant bien que mal, tenté d'empêcher, de repousser les projets urbains de la mairie centrale, où Édouard Herriot s'est vu remplacé par un maire, Louis Pradel, qui était, qu'on a appelé le maire bâtisseur. Alors lui, il était très partant pour justement faire apporter des grandes transformations de Lyon, d'autant plus qu'il voulait
positionner, et il avait tout à fait raison, il voulait positionner sa ville sur le plan international. Donc tout ce qui se passait, il fallait que Lyon devienne une grande ville à l'échelle de l'Europe, voire à l'échelle du monde. Et pour lui, c'était construire, 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 et en particulier, comme vous le savez, c'est lui qui a été le moteur pour l'expansion de Lyon vers l'Est, dans le quartier, à partir de l'ancienne caserne de la Part-Dieu, et tout autour. Donc la ville vraiment moderne, avec les tours, les bars, etc., c'est lui qui était à l'origine de tout ça. Mais il voulait véritablement, en construisant un nouveau centre directionnel, comme il disait, pour non seulement la ville de Lyon, mais toute l'agglomération lyonnaise, parce qu'il avait une pensée qui était justement déjà très en avance pour l'époque, puisqu'il pensait pratiquement ce qui est aujourd'hui la métropole de Lyon. Il avait cette pensée que la ville de Lyon devait, pour pouvoir avoir un rayonnement très fort dans tous les domaines, il fallait dépasser les limites de la ville et créer une sorte de communauté urbaine. C'est ce qui a été fait, qu'on a appelé la communauté urbaine de Lyon, la Courville. Et pour cela, eh bien, on déplaçait le centre directionnel de Lyon vers la Part-Dieu, dans le nouveau siège, à côté de l'auditorium, le nouveau siège, à côté du centre commercial, donc le nouveau centre de Lyon. Et à partir de là, Pradel faisait imaginer des voies rapides qui permettaient à ce nouveau centre d'être en lien avec tous les quartiers de Lyon les plus éloignés. Et donc, par exemple, il était prévu un axe fort qui, prenant le pont Lafayette, traversant le pont Lafayette, traversant la place des Cordeliers, élargissant la rue Grenette jugée trop étroite, traversait la Saône sur un nouveau pont qui était construit au début des années 1960. Et ce nouveau pont, qu'on appelle le pont Juin, débouche sur le vieux Lyon, sur une toute petite ruelle qu'on appelle la rue de la Baleine. Donc vous pensez bien qu'on n'allait pas en rester là. À partir du moment où le pont allait exister, il y avait le projet de continuer. Et là, à ce moment-là, l'équipe de la Renaissance du Vieux Lyon, conduite notamment par Régis Néret, dont vous avez forcément dû entendre parler, et d'autres, ses amis, sont entrés carrément en conflit avec le maire de Lyon sur ce projet. Et comme il n'était pas entendu tout de suite, comme il n'arrivait pas à convaincre le maire de Lyon, donc on a en quelque sorte on est passé à l'échelle au-dessus, et il y a eu tout un ensemble de démarches qui ont été accomplies avec Paris, et en particulier avec le tout jeune ministère des Affaires culturelles qui était dirigé par André Malraux. Et André Malraux a eu l'oreille pour entendre les propositions qui étaient faites par ces amoureux des centres anciens, en particulier le vieux centre de Lyon, et il a fait travailler des chargés de mission pendant un certain temps, et il a proposé une loi qu'on a appelée la loi Malraux. Cette loi a été votée au cours de l'été, en août 1962. Et cette loi Malraux a été suivie assez rapidement d'application, de textes d'application et de création de secteurs sauvegardés. On a créé ce qu'on a appelé les secteurs sauvegardés. Eh bien, le premier secteur sauvegardé en France a été le Vieux Lyon en 1964. Et donc, pourquoi je vous disais tout à l'heure que, avant d'évoquer l'inscription à l'UNESCO, il faut passer par tout ça pour
pour se rendre compte que c'était que cette aventure-là remonte assez loin et correspond à des luttes antérieures qui se sont heureusement terminées, puisque à partir du moment où il y a eu cette loi, Malraux, le secteur sauvegardé du Vieux-Lyon, le périmètre parfaitement défini, a bénéficié de dispositions spéciales empêchant justement toute démolition jugée excessive, allant sur justement la protection des immeubles considérés comme de première importance ou de seconde importance ou de troisième importance. Il y a eu un travail d'analyse immeuble par immeuble pour redécouvrir les qualités qu'il fallait absolument sauvegarder. Et donc ce travail a pris des années, à partir des années 60, et c'est poursuivi par des opérations de réhabilitation, de restauration, d'installation du confort moderne dans les appartements anciens, mais en respectant leur singularité, leur beauté, leur architecture, leur caractère, j'ai presque envie de dire leur âme. Et donc tout cela s'est déroulé sur une trentaine d'années pour faire en sorte que, au début des années 90, le guide Michelin, qui est une grande référence pour les gens qui se déplacent pour visiter les pays et les villes, le guide Michelin, le guide vert, a inscrit le Vieux-Lyon avec 3 étoiles. Le Vieux-Lyon a obtenu sa 3e étoile, alors qu'auparavant il était 1 puis 2 étoiles. Et là, au début des années 90, il a obtenu sa 3e étoile. Donc, ce qui voulait dire un site qui vaut le détour. C'est-à-dire, on va de Paris à la Méditerranée, eh bien, on va s'arrêter à Lyon. Cette fois, on va s'arrêter, parce qu'il y a des choses à voir dans le Vieux-Lyon, et on va aller les regarder. On est au milieu des années 90, un changement important à la tête de la municipalité lyonnaise. Raymond Barre est élu, et il dit rapidement, il fait savoir rapidement, que de toute façon, il ne va pas se préparer à faire un 2e mandat. Il n'en fera qu'un. À la fin de son mandat, il dira merci, au revoir les Lyonnais et merci. Mais il a envie de profiter des 6 ans qui lui sont donnés pour réaliser des grandes choses pour Lyon. Alors il fait appel à un certain nombre un certain nombre de notables lyonnais, les grands, ceux qui, à ses yeux, représentent des belles propositions pour la ville. Et à ce moment-là, il y a Régis Néret, notre Régis, ancien président de la Renaissance du Vieux-Lyon, qui a créé au début des années 80 quelque chose, une association du même type que l'association du Vieux-Lyon, mais à l'échelle de la région Rhône-Alpes, donc il a appelé Patrimoine Rhône-Alpin, pour justement défendre la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine sur toute la région Rhône-Alpes, et non plus seulement sur un quartier de la ville. Régis Néret propose à Raymond Barre de faire un dossier de candidature pour permettre au Vieux-Lyon d'être sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Monsieur Raymond Barre dit « Très bien, on va le faire. On va le faire. Je vais mettre un chargé de mission qui travaillera à vos côtés. Qui est-ce qui va porter cette candidature ?» Régis répond « Eh bien, l'association La Renaissance du Vieux-Lyon est prête à travailler avec le chargé de mission que vous nommerez pour pouvoir constituer ce dossier. » Et c'est ainsi qu'en 1996, la Renaissance du Vieux-Lyon fête ses 50 ans d'existence en organisant une assemblée générale dans le grand salon
de l'Hôtel de Ville. Il y avait, disons, on va dire, 4 ou 5 fois plus de personnes qu'ici ce soir. Beaucoup de monde était là. On a rempli la salle. Et on avait invité, pour parler du projet, on avait invité un des grands directeurs de l'UNESCO, Monsieur Béchaouch, un archéologue tunisien, qui, venant à Lyon, visitant la ville, a tout de suite proposé, en apprenant le projet que nous avions, a tout de suite proposé d'associer le Vieux-Lyon à la colline de Fourvière pour faire en sorte que le périmètre candidat pour être inscrit à l'UNESCO ait une envergure encore plus forte, puisque on permettait de redonner à lire et à comprendre les grandes heures de Lugdunum, les premiers siècles après Jésus-Christ, et le fameux siècle d'or de la Renaissance, où la cour de France était très fréquemment à Lyon, et où les banquiers italiens avaient fait construire des hôtels particuliers, des demeures et des maisons de banque absolument remarquables dans le style toscan qui a été appelé le style Renaissance. Et donc on est parti là-dessus. Et on a travaillé pendant 6 mois, en 1997, pour constituer, je passe les détails, on a constitué une sorte d'équipe avec le président à l'exercice de l'époque de la Renaissance du Vieux-Lyon, qui était un architecte, de mon ami Denis Hérault, Didier Replin, architecte en chef des monuments historiques, vous avez peut-être entendu parler parce qu'il a dirigé tellement de chantiers historiques sur la ville pour la restauration, par exemple, de la cathédrale Saint-Jean. La cathédrale Saint-Jean a eu une toute première restauration de sa façade en 1980 sous la conduite de Jean-Gabriel Mortamet, qui était à l'époque l'architecte en chef des monuments historiques, et c'est lui qui a été l'auteur du plan de sauvegarde du Vieux-Lyon. Et atteint par la limite d'âge, c'est Didier Replin qui, à la fin des années 80, a repris le flambeau et a dirigé la plupart des grands chantiers de restauration de bâtiments historiques, bâtiments classés, alors cathédrale, basilique d'Ainay, le palais de justice historique de Lyon, naturellement, parmi les derniers, et puis plein d'autres, un petit peu partout. Donc, une équipe est constituée, on fabrique ce dossier, il fallait que le dossier comporte un descriptif complet des biens à inscrire, il fallait qu'il y ait une histoire, il fallait qu'il y ait des photos, etc., etc. Donc, on a rempli toutes les exigences. Ça a fait 4 gros volumes. Nous disposons d'un exemplaire du dossier à la Renaissance du Vieux-Lyon. Si vous venez dans le Vieux-Lyon un après-midi, à l'heure où justement notre association est ouverte, vous pouvez entrer, on vous montrera ce dossier, on pourra vous le montrer. Il a été exposé, une fois qu'on a obtenu l'inscription de Lyon, il a été exposé pendant quelques mois au musée Gadagne en 1999. Il a été exposé. Mais on peut vous le montrer. Et donc, moi j'ai été chargé de l'illustration du dossier, puisque j'avais déjà produit un certain nombre de photos pour la Renaissance du Vieux-Lyon, pour des dossiers urgents, des risques de démolition, enfin, etc., etc. Donc, la difficulté pour moi, ça a été que on était parti sur l'hypothèse Vieux-Lyon-Fourvière. Et au fur et à mesure
on a réfléchi pour construire ce dossier, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour obtenir le label UNESCO. Il fallait qu'on trouve quelque chose d'autre, une autre idée, qu'on ait un autre concept. Et cette autre idée, ça a été de réfléchir justement au développement de la ville, au développement continu de la ville depuis le 1er siècle, depuis avant le 1er siècle, jusqu'à la fin du 18e, parce qu'effectivement, on a pu déterminer une sorte de périmètre à l'intérieur duquel la ville s'est développée, transformée, en se démolissant, en se reconstruisant en partie au fil des siècles, mais en gardant cependant toujours des éléments forts des siècles antérieurs. Et c'est devenu, si vous voulez, c'est devenu l'argument majeur qui a été proposé aux inspecteurs de l'UNESCO, on veut dire aux juges, qui ont eu à trancher sur l'inscription ou la non-inscription du site historique de Lyon. Donc on a bâti ça, on a réinterprété, on a regardé les cartes, on a réinterprété. Donc au nord de la ville, par exemple, on montre que pendant des siècles et des siècles, ce qui est aujourd'hui le boulevard de la Croix-Rousse, c'était le grand rempart qui permettait à Lyon de se protéger de tout ce qui pouvait venir l'agresser depuis le nord. Et donc ça allait de la Saône jusqu'au Rhône, ce grand rempart. Il a été démoli au milieu du XIXe siècle, sous le Second Empire, lorsque Napoléon III a nommé à la tête de la ville un homme qui était à la fois préfet du Rhône et maire de Lyon, le préfet Weiss, qui a fait des grands travaux, qui a créé les grandes percées de la presqu'île, avec la rue impériale et puis la rue de l'impératrice, mais il a aussi fait démolir les remparts de la Croix-Rousse et il a créé le boulevard de la Croix-Rousse. Bon. Il y avait d'autres raisons, je ne vais pas les développer ici, il y avait des raisons de sécurité, il y avait les relents de la lutte des canuts qui remontaient à quelques années. Bref, ça mériterait d'être développé. Ce que je veux dire, c'est que, donc, on avait cette limite-là. Sur la rive, du côté de l'Est, pendant des siècles et des siècles, au-delà, sur la rive gauche du Rhône, il n'y avait pas grand-chose, parce qu'il y a des marécages. Ces quartiers s'appelaient les Brotteaux, ça veut tout dire, les Brotteaux. Donc, c'était des marécages, c'était une zone qui était régulièrement envahie par les crues violentes du Rhône, et Napoléon III est venu secourir les Lyonnais en 1856, au moment d'une crue particulièrement violente et meurtrière, et il a contribué à faire relever les bâtiments qui commençaient à pousser de ce côté. Donc ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que, en suivant le plan d'un grand architecte lyonnais du XVIIIe, Morand, on a commencé à bâtir sur un tracé qu'il avait fait, donc un tracé en damier, à la romaine, qu'on a commencé à bâtir et à développer la ville. Au sud, on avait encore, là aussi, il y avait des remparts, il y avait des murs qui séparaient la ville de la campagne. Donc, au sud, en particulier à l'époque, au XVIIIe siècle, il faut se souvenir que la confluence du Rhône et de la Saône, la confluence définitive du Rhône et de la Saône, se faisait un peu au sud de l'abbaye d'Ainay. De la basilique d'Ainay, pardon. De la basilique d'Ainay. Donc, si vous voyez, aujourd'hui, c'est la rue Franklin qui correspond à cette limite-là. Donc, ça serait la limite qui n'avait pas été dépassée jusqu'au XVIIIe siècle. Et là, vous avez dû entendre parler d'un certain Perrache,
qui lui, à la différence de Morand, prévoyait un développement de la ville, non pas vers l'est, mais vers le sud. Et Perrache proposait, à partir de cette confluence, de remblayer la rivière, le mélange des eaux entre Rhône et Saône, jusqu'à l'île importante qui vient juste au sud, et de prolonger en somme la presqu'île. C'est ce qui a été accompli, non pas directement par Perrache, parce que son entreprise n'a pas eu, n'a pas réussi à faire ce travail. Elle a dû déposer son bilan, il y a eu des problèmes, mais quand l'idée est restée, et c'est ce qui a été fait, et aujourd'hui, comme vous pouvez vous en rendre compte, le confluent définitif entre Rhône et Saône est déporté à la Mulatière, là où se trouve le magnifique pont de chemin de fer de la ligne venant de Saint-Étienne. Bon. Donc on a pu, à partir de là, décrire un ensemble vivant, bâti, renouvelé, constamment habité, avec des constructions pas forcément de grands palais, puisque pendant très longtemps, l'UNESCO inscrivait des monuments. Donc là, il ne s'agissait plus d'inscrire tel ou tel monument, même si Lyon dispose de monuments remarquables, il ne s'agissait pas d'inscrire tel ou tel monument, mais il s'agissait d'inscrire un ensemble urbain avec des aspects remarquables, racontant toute l'histoire de cette ville. Et le fait que cette ville continue de se développer, d'exercer ses activités, de construire, etc., etc. Donc c'est cela qui a permis à la candidature de la ville d'être entendue par les sages, les inspecteurs, les sages, et puis, pour finir, par les politiques de l'UNESCO. Et au début du mois de décembre 1998, nous avons donc appris la bonne nouvelle. Le site historique de Lyon est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, au patrimoine mondial de l'humanité. Tout à l'heure, je vous disais que beaucoup de Lyonnais ont été complètement abasourdis d'apprendre cette chose-là, si bien que pendant pratiquement 2 ans, nous avons été, Régis Néret, Denis Hérault, Didier Replin, moi-même, d'autres, etc., nous avons été un peu les pèlerins nous sommes allés un petit peu partout, devant rassemblant différents groupes de personnes, pour justement expliquer cela, et surtout faire reconnaître que ça ne coûtait rien aux Lyonnais. Parce que la sous-question c'était, mais combien ça va nous coûter? Alors, donc, c'était pour bien rassurer tout le monde et faire comprendre que l'UNESCO reconnaissait en fait un travail de restauration qui avait déjà été très largement entrepris et qui n'a cessé de se poursuivre. Alors, je voudrais en donner une preuve toute simple. On ne savait pas encore que Lyon allait être inscrite à l'UNESCO, que sous la responsabilité de Raymond Barre, il y a eu la discussion pour établir un premier contrat entre l'État et la ville, dans le but de restaurer un certain nombre de monuments de la ville de Lyon qui méritaient de l'être
mais que la ville de Lyon, dont la ville de Lyon ne pouvait pas assurer à elle seule le montant des travaux. Alors, il y avait une première liste qui avait été faite. Il fallait réhabiliter, revoir complètement le musée Gadagne. Il fallait travailler sur l'église Saint-Paul. Il fallait travailler sur la maison du Chamarier, qui était donc un des chanoines comtes du chapitre de Saint-Jean, qui était chargé de la police à l'intérieur du groupe épiscopal, qui était chargé de l'entretien du mur qui séparait ce groupe du reste de la ville, parce que l'archevêque et le chapitre de Saint-Jean, au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, ils étaient en conflit presque permanent avec la population bourgeoise de la ville de Lyon, et donc il fallait qu'ils se protègent d'éventuelles atteintes, d'éventuelles agressions de la population lyonnaise. Bon, ça c'est encore un autre détail. Et puis d'autres édifices qui ont fait partie de cette première liste. Et la convention, il a été convenu que la convention entre la ville et l'État pour donner de l'argent pour pour entreprendre la restauration de ces bâtiments-là, de ces édifices-là, a été prévue pour la mi-décembre 1998. Donc tout est arrivé en même temps. Et depuis, les travaux se sont poursuivis, bien sûr. Il y a eu une deuxième convention, puis une troisième convention, et je crois qu'aujourd'hui, on en est à préparer la quatrième ou la cinquième convention. Donc ça se poursuit. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, il y a eu un élan véritable pour permettre la sauvegarde et la mise en valeur de l'ensemble du patrimoine bâti de la ville de Lyon. Voilà. Et alors, il faut quand même que je vous dise que la ville de Lyon avait oublié de commémorer, si j'ose dire, enfin, ou de fêter, on va dire, de célébrer le 10e anniversaire de l'inscription de Lyon à l'UNESCO. Vous avez oublié. Bon, donc on a fait ça en petit comité. C'est un petit peu dommage, mais le 20e anniversaire n'a pas été oublié, et donc la Renaissance du Vieux-Lyon a été sollicitée pour faire des propositions pour ce 20e anniversaire. Et la proposition que la Renaissance du Vieux-Lyon a faite a été de dire, eh bien, on propose de faire une exposition qui va reprendre en gros les arguments qui ont été développés pour persuader les responsables de l'UNESCO d'inscrire le site au patrimoine mondial, et on vous fera cette exposition. Ça permettra aux Lyonnais de s'emparer définitivement des arguments qui ont été considérés comme tout à fait convaincants par les gens de l'UNESCO. Donc on a fait cette exposition. Malheureusement, dans un premier temps, on a proposé que cette exposition soit proposée dans l'atrium de l'hôtel de ville, la maison commune, et qu'elle dure 6 mois, que les Lyonnais puissent, tous les après-midi, tous les matins, venir voir, puis prendre le temps de regarder et de se conforter dans cette idée que Lyon a bien mérité cette inscription, a bien mérité cette distinction. Mais il nous a été dit que les frais de sécurité allaient tellement forts que ce n'était pas possible d'organiser ça à l'hôtel de ville. Alors, le directeur du musée Gadagne, qui souhaitait justement entretenir des liens étroits avec des associations pour monter des expositions, nous a proposé
d'abriter l'exposition que nous avons faite. Et c'est ce que nous avons fait. Et l'exposition est restée plus de 6 mois au musée Gadagne en 2020. Donc de juillet jusqu'à la fin de l'année 2020, elle a même été prolongée jusqu'à la fin du mois de janvier 2021. Non, qu'est-ce que je dis? Je dis des bêtises là, c'est pas les bonnes années, c'est pas les bonnes dates. 2018, pardon, c'était 2018. Non, de juillet, oui, parce que 2020 c'est autre chose. Hein. Donc 2018, pardon. 2018, de juillet, c'était prévu de juillet à décembre, et ça a été prolongé jusqu'à fin janvier 2019. Voilà. Et les visiteurs qui sortaient de Gadagne cherchaient à avoir un catalogue, quelque chose à emporter avec eux. Et on a dit, ben non, nous avons fait l'exposition, tout est là, on ne peut rien vous donner, on n'a rien à vous offrir. Et les gens disaient, c'est dommage quand même, parce qu'on aimerait bien partir avec quelque chose. Alors, j'avais réalisé l'exposition avec mon ami Bruno Voisin, qui a été pendant de très très longues années sociologue à l'agence d'urbanisme, qui était un vieux copain à moi, et qui lorsqu'il a pris sa retraite, est venu grossir les rangs de la Renaissance du Vieux-Lyon, mais avec l'idée de dire, moi je vais vous aider, je vais faire des choses, etc. Je ne vais pas là pour être un adhérent lambda, je vais faire des choses. Alors, il a fait plusieurs livres depuis sa retraite. Je vous recommande en particulier un livre qu'il a consacré à l'île Barbe, qui est absolument magnifique. Auparavant, il a fait un livre sur une idée à laquelle il tenait beaucoup d'ailleurs. Il parlait tout le temps du Vieux-Lyon d'en face, considérant que quand on parle du Vieux-Lyon, on ne parle que de la rive droite de la Saône. Mais il fait remarquer que quand on va sur la rive gauche, dans la presqu'île, dans la partie dite vraiment historique, on découvre encore des maisons qui n'ont pas été démolies, celles qui n'ont pas été démolies par Pradel, justement, sur le quai Saint-Antoine, par exemple, parce que Pradel en a fait tomber je ne sais pas combien, là, hein. Dans celles qui ont résisté, qui sont le long de la rue Mercière, eh bien, on a des maisons qui sont tout à fait les sœurs jumelles des maisons du Vieux-Lyon, avec des traboules, avec des galeries, avec des cours intérieurs absolument magnifiques, des montées d'escaliers en vis ou à la française, etc. Donc, c'est très comparable. Et il a donc écrit un livre à ce sujet. Et donc, c'est ensemble, tous les deux, qu'on a bâti l'exposition. Moi, j'ai mis mes photos, et puis on a fait le texte ensemble. Et on s'est mis au travail, et on a transformé l'exposition en livre. Le livre qui se trouve sur les tables, qui sont là-bas. Donc ce livre, finalement, il prolonge, en quelque sorte, l'exposition que nous avons faite. Je regrette malheureusement, je regrette très fort que Bruno ne puisse être à mes côtés pour vous parler, parce que ce pauvre garçon, il a un cancer qui est venu lui dire « j'ai besoin de toi ». Alors que le livre n'était pas encore, alors que le livre était en gestation. Voilà. Bien, donc maintenant je vous propose, si vous le désirez, si vous le souhaitez, je vous propose, si vous avez des questions. Au-delà de la dimension historique du dossier, quels sont les critères les plus importants auxquels a dû souscrire ce dossier pour être accepté par la commission d'examen? Au-delà des critères historiques, ça a été la qualité de l'entretien qui a été fait sur l'ensemble du site historique, et y compris ce qu'on a appelé les zones de protection, les zones tampons, c'est-à-dire ça va jusqu'à l'avenue de Saxe, par exemple, vous voyez. La qualité, l'UNESCO a reconnu une qualité lyonnaise dans l'entretien même de son patrimoine, indépendamment du fait que la ville se transforme et se modifie, se métamorphose. C'était l'autre critère.
Vous n'avez pas parlé de la soirée sur les ours de Javel, c'était important quand même. Ah ben bien sûr. Ben, si vous prenez le livre, eh bien vous verrez qu'il y a justement il y a une séquence qui est consacrée notamment à la Croix-Rousse et au fait que à partir du 19e siècle, le travail de la soie qui était essentiellement assuré dans le Vieux-Lyon, en particulier dans le quartier Saint-Georges, au lendemain de la Révolution française, les congrégations qui occupaient les pentes et même le plateau de la Croix-Rousse, ayant été nationalisées, vendus comme biens nationaux, ont été rachetés par des négociants en soie qui y ont construit ce qu'on a appelé, c'est aussi une des caractéristiques de la ville de Lyon, ce qu'on a appelé les immeubles ateliers, les immeubles, ou ce qu'on appelle aussi les immeubles canuts, qui ont participé d'une des singularités de la ville de Lyon. Et le fait que même aujourd'hui où ces immeubles ateliers ont perdu leur fonction d'origine, leur aspect continue d'être entretenu et considéré comme tel, défendu et restauré. Donc ça aussi, c'est une dimension qui a été retenue. Il y a eu d'autres dimensions. On a rappelé que Lyon, dès que le procédé d'imprimerie a été inventé, eh bien, très rapidement, il y a eu des imprimeurs à Lyon, et de nombreux imprimeurs. Donc, quand on parle du siècle d'or, c'est pas seulement le fait que François Ier est venu très souvent à Lyon et qu'il était il allait sur les champs de bataille en Italie. Lyon était en somme sa base reculée par rapport aux guerres d'Italie, mais c'est aussi le fait qu'il y a eu tout un ensemble de la cour royale d'intellectuels, de poètes, et le fait que les imprimeurs se soient installés à Lyon a rassemblé l'élite intellectuelle de l'Europe à cette époque-là, dans cette fameuse rue Mercière, parce que les ateliers des imprimeurs se trouvaient essentiellement dans ce quartier-là de la rive gauche de la Saône. D'ailleurs, je vous invite, si vous allez au musée de l'imprimerie, faites-vous offrir une petite plaquette qui a été réalisée par les amis du musée de l'imprimerie et qui propose un itinéraire, une promenade dans la presqu'île en allant revoir les plaques qui ont été mises en place par les amis du musée de l'imprimerie aux endroits où se trouvaient les grands imprimeurs lyonnais. Donc ça, c'est aussi une thématique possible pour une promenade dans la presqu'île, vous voyez. La banque, Lyon a été une ville de banque, a été l'histoire des foires, l'histoire du fait que le roi de France, à la fin du XVe siècle, donne à Lyon le privilège d'organiser une, puis deux, puis trois, puis quatre foires franches, c'est-à-dire on ne paye pas d'impôts, a permis de rassembler pendant toutes ces périodes-là, sur plusieurs siècles, l'Europe commerçante tout entière. Et les banquiers italiens ont quitté la place de Genève, où ils avaient leur maison de banque, pour venir s'installer à Lyon, rue Juivry, du côté de la place du Change. La place du Change porte bien son nom. C'était là que, en plein vent, d'abord, pendant pas mal de temps, en plein vent, sur des petits comptoirs qui étaient d'allure foraine, un peu comme pour des foires, avec des toiles pour se protéger de la pluie ou en cas de pluie, on se faisait, à la fin de la période des foires, se faisait
les échanges des lettres qui correspondaient au paiement des marchandises qui avaient été choisies dans les semaines précédentes. Et ça a duré plusieurs siècles. Et sur cette place du change, dès le XVIIe siècle, on a construit un édifice en dur pour abriter ces échanges commerciaux qui marquaient les foires de Lyon, qui avaient pris le pas sur les grandes foires de Champagne. Et au XVIIIe siècle, j'en ai pas parlé, mais ça c'est l'occasion, un grand architecte a séjourné longuement à Lyon et a permis à Lyon d'accroître considérablement son patrimoine architectural. Ce grand architecte, c'est Jacques Germain Soufflot. Soufflot qui a... il est surtout connu pour avoir eu la responsabilité d'agrandir le Grand Hôtel-Dieu. C'est lui qui a créé cette fameuse façade en alignement du Rhône, sur le Rhône, au milieu de laquelle se dresse le dôme qu'on appelait le dôme de Soufflot. Il est surtout connu pour ça, mais c'est lui qui a également donc transformé la première loge du change du XVIIe siècle en une sorte de petit palais à la fois sobre et en même temps remarquable du point de vue de son architecture, qu'on appelait la loge du change, et qui, lorsque les foires ont cessé, lorsque la Révolution a été passée, n'ayant plus de fonction, Napoléon Ier a pensé offrir cet édifice aux protestants pour leur permettre d'exercer de nouveau leur culte au centre d'une ville d'où ils étaient proscrits depuis la fin du XVIe siècle, pour des raisons que vous devez connaître, puisque les protestants, avec le baron des Adrets, à la tête duquel se trouvait le baron des Adrets, avaient fait le siège de la ville, avaient pris la ville pendant plus d'1 an, et avaient démoli énormément de choses, avaient tué énormément de monde, et à la suite de ça, lorsque les Lyonnais ont repris le dessus sur ces protestants, les protestants ont été interdits de culte dans la ville de Lyon. C'est Napoléon qui les fait revenir à Lyon, au tout début du XIXe siècle. Donc on a comme ça énormément de choses à faire découvrir qui ont une traduction dans l'architecture, dans le paysage de la ville, et qui font que cette ville, finalement, si vous voulez, presque jusqu'à la fin du XXe siècle, on va dire le point de vue parisien. Les Parisiens venaient à Lyon pour faire des affaires. Ils venaient entre le lundi et le vendredi, et puis ils s'échappaient vite pour retourner dans leur ville, à Paris, parce que à Lyon, il n'y a rien à voir. Bon. À partir du moment où le site historique s'est vu classé, s'est vu inscrit sur la liste des lieux qui méritent le détour, patrimoine de l'humanité, s'est développé un nouveau tourisme, un vrai tourisme de week-end et même de semaines pour découvrir la ville et faire tort aux Parisiens qui disaient qu'à Lyon, il n'y avait rien à voir. Il fallait venir faire des affaires, aller chez Bocuse, ou dans une autre grande table, parce que ça, c'était effectivement, c'était bien connu. À Lyon, on mange bien. Donc, on allait faire des affaires, on mangeait bien, et après... donc, vous avez dit tout à l'heure que c'était Jean-Gabriel Mortamet qui avait fait le plan de sauvegarde, oui. De sauvegarde, mais pas tout de suite. C'est pas lui, c'est Donzé. Oui, oui. Alors, vous avez raison de me corriger. Mais vous avez raison. Alors, je vous laisse finir. C'est Donzé, et à partir de ce plan,
bon ben, qui faisait, notamment il y avait les curetages des immeubles du 19e, et à partir de ce plan, il y a un pâté de maisons qui se trouve entre la rue Saint-Jean, la rue Neuf, la place Neuf-Saint-Jean, la rue du Bœuf, et puis la rue qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, la 4e rue. Il y a eu La rue de la Bombarde. La rue de la Bombarde, oui. Oui. Eh bien, il y a eu donc Des démolitions à partir très de ce regrettables. plan, il y a 4 architectes qui se sont partagés ce pâté de maison, dont Gabriel Mortamet, Ouais, c'est ça. où il y a la maison des, où il y a eu la maison des avocats. notamment. Oui, c'est ça. Alors, vous avez tout à fait raison, mais je n'ai pas voulu trop développer tout à l'heure parce que je n'ai pas voulu entrer dans trop de détails. Mais vous avez raison. Quand il y a eu après le vote de la loi Malraux, quand il y a eu la mise en application, il y a eu la création donc de plan de sauvegarde. Et le premier plan de sauvegarde a été confié à un architecte en chef parisien qui, en tant que Parisien, a commencé à vouloir faire un peu n'importe quoi, c'est-à-dire à cureter de manière véritablement chirurgicale certains îlots du quartier. Et c'est Jean Gabriel. Alors, il y a eu des. Quand on a. La Renaissance du Vieux-Lyon a joué un rôle important à ce moment-là parce que elle a fait remonter l'idée que on n'allait pas dans la bonne direction, c'était pas vers ça qu'il fallait aller, il fallait aller vers on va dire, vers une chirurgie beaucoup plus délicate, on va dire, que ce qui avait été entamé par Donzet. Et Donzet est reparti à Paris, d'ailleurs, il était fou furieux, il est reparti à Paris, et la construction du plan de sauvegarde, qui a pris quand même pas mal d'années, a été confiée à ce moment-là à Jean-Gabriel Mortamet, qui lui a eu beaucoup plus d'égards pour pouvoir décider des travaux de démolition qu'il fallait entreprendre ici et là, etc. etc. Donc, mais vous avez tout à fait raison de poser cette question. Et alors, ce qui serait intéressant de dire, c'est qu'avant ce quartier, eh bien, c'était des immeubles qui étaient construits les uns contre les autres. Il y avait des courées, c'est-à-dire des cours très hautes, comme des patios mais très hauts, et où le linge pendait. Et c'était des Italiens, des immigrés italiens qui logeaient là-dedans. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'à partir du moment où le centre économique, administratif, pas religieux parce qu'il restait la cathédrale, mais les autres activités importantes de la ville se sont définitivement installés, ont quitté le Vieux-Lyon pour aller s'installer dans la presqu'île, le déclin du Vieux-Lyon a commencé et il s'est aggravé tout au long notamment du XXe siècle, justement parce que les propriétaires des immeubles n'entretenaient plus leurs immeubles, les loyers étaient pas suffisants pour leur permettre de faire l'entretien, et donc l'ensemble du quartier était devenu, comme dans un certain nombre d'autres villes, je vous parle d'Avignon par exemple, le centre de Troyes aussi, avait les mêmes problèmes. Il y avait les mêmes problèmes. Et le fait qu'il y ait eu, alors vous avez tout à fait raison, le fait qu'il y ait eu cette loi Malraux a obligé à repenser justement le travail nécessaire pour faire revivre ces quartiers, pour les faire renaître. C'était une véritable renaissance. Mais ça n'a pas été sans difficulté, effectivement. D'autant plus que, comme vous le dites, la population était de plus en plus une population, disons, de gens qui n'avaient pas du tout les moyens d'entretenir les immeubles, qui ne le faisaient pas, et donc les immeubles ne pouvaient que continuer de se dégrader. Je vous invite à découvrir le site, une partie du site historique, tel qu'on le découvre
depuis la basilique de Fourvière elle-même. Au tout premier plan, ce que vous voyez là, c'est le parapet de la basilique de Fourvière. En top. Ici, donc, un autre point de vue, c'est l'entrée de la Saône dans Lyon. Nous sommes je suis au fort de Vèze, si vous connaissez le fort de Vèze. Donc, c'est la première belle boucle que la Saône fait avant de faire une contre-boucle pour repartir vers le sud. Et vous avez, en aval du pont, vous avez l'ancien grenier d'abondance qui avait été construit pour permettre à Lyon de stocker des récoltes de blé pour éviter les famines, et qui a été transformé dans la deuxième moitié du XXe siècle pour abriter la direction régionale des affaires culturelles. C'est devenu donc l'immeuble de la DRAC, la partie supérieure, l'étage supérieur sous les toits de cet édifice, accueillant les danseurs du Conservatoire national supérieur de musique et de danse. Et puis à côté, vous avez en rouge un autre immeuble intéressant qui a été sauvegardé et où se trouve la direction, j'ai oublié je vous invite à me souffler, le CAUE, merci. Vous avez ici le CAUE qui est une sorte d'institution qui justement est là pour conseiller, pour donner des conseils, aider les gens à mieux organiser la restauration de leur maison, de leur appartement, de leurs immeubles. Alors, cette vue est intéressante parce qu'on a une magnifique perspective qui permet là aussi de découvrir l'histoire de la ville, puisqu'on est au premier plan, on a des immeubles des 17e, 18e siècle. Vous avez aussi le Fort Saint-Jean, qui est sur la gauche, et tout à fait au lointain, vous apercevez les tours qui correspondent à l'expansion de Lyon à partir du milieu du XXe siècle. Et puis vous avez, bien sûr, sur la colline de Fourvière, la basilique et la tour métallique. Suivante. Donc là, c'est une vue qui complète, c'est comme si on était sur l'eau et qu'on fasse une entrée, comme c'était le rituel jusqu'à la fin de la monarchie. Il y avait, quand les rois de France venaient à Lyon, ils faisaient des entrées solennelles. Il y a un certain nombre d'entrées solennelles qui se sont faites au XVIe siècle et qui ont sollicité, qui ont donné lieu à des architectures provisoires qui étaient absolument prodigieuses, qui faisaient que les entrées royales étaient des grands événements par lesquels les Lyonnais accueillaient leur roi et sa cour. Donc là, on est sur la colline de la Croix-Rousse et on ne la voit pas, mais entre les immeubles qui sont en dessous coule la Saône. C'est une vue printanière qui montre bien que cette ville n'est tout de même pas seulement faite de pierre, de verre, d'édifices, mais qu'il y a quand même une place importante depuis toujours. Là, en face de nous, ce sont les jardins des Balmes de Fourvière qui se prolongent par la promenade des hauteurs. Et juste au premier plan, c'est aussi le jardin du parc Gonin qui se trouve au-dessous de la place où se trouve la maison Brunet. La montée de la Grande Côte que vous avez tous connue, bien plus urbaine que ça, et qui a été démolie, c'est un des actes dont se félicitait M. Pradel, justement, parce qu'il trouvait que, justement, c'était alors j'ai retrouvé l'expression exacte d'Édouard Herriot, le vieux Lyon est un ramassis de taudis juste bon à être livré à l'équarrisseur. Et Pradel avait repris cette phrase
pour les pentes de la Croix-Rousse, et notamment la Grande Côte, comme l'a souligné monsieur là tout à l'heure, parce que les maisons, les immeubles longeant, accompagnant la Grande Côte, qui est une voie romaine, un grand axe tracé dès l'époque romaine, ces immeubles abritaient essentiellement des gens qui avaient des revenus tellement modestes qu'ils payaient à peine leur loyer et que les loyers qu'ils payaient ne suffisaient pas à entretenir les immeubles. Alors Pradel a lancé en 1975 une grande opération de démolition de cette grande côte. Il n'a pas pu mener à bien complètement son affaire parce qu'il s'agissait de la démolir jusqu'en bas, tout à fait jusqu'en bas. Alors ça a été arrêté à moitié et par la suite, eh bien, la partie démolie s'est transformée en parc promenade, et c'est pas mal parce que ça fait un petit poumon vert de plus pour la ville pour affronter les problèmes du XXIe siècle. Et au lointain, vous avez aperçu la Saône, qu'on voit maintenant en gros plan, la Saône, qu'on voit maintenant en gros plan, vue une des caractéristiques, j'en ai pas parlé non plus, mais une des caractéristiques de Lyon aussi, c'est que le site lui-même, ce site naturel, fait de la rencontre de deux cours d'eau majeurs, hein, on a envie de dire de deux fleuves, carrément. On a envie de donner le statut de fleuve à la Saône. Et la présence de ces deux collines fait qu'il y a, depuis l'époque romaine, on a construit des montées en prenant la pente elle-même. Donc on a des montées qui sont soit des montées véritables, soit des montées en escalier, qui permettent de multiplier les belvédères, d'où on voit des morceaux de ville, et chaque fois, donc, on est quand même assez surpris, assez agréablement surpris, comme les inspecteurs de l'UNESCO l'ont été, par la grande homogénéité des volumes, l'harmonie qui a présidé à la construction de tous ces édifices au fil des siècles. On continue. Là, c'est le contre-champ de ce qu'on vient de voir. Là, on est carrément sur la rive gauche de la Saône, à la hauteur du pont Bonaparte, avec le trait magnifique de la passerelle du palais de justice, qui est un trait de couleur qui permet de réunir la presqu'île au Vieux-Lyon. Et à l'arrière-plan, vous avez comme une sorte de grand amphithéâtre qui est tourné vers le sud, la colline de la Croix-Rousse, dont on parlait tout à l'heure, qui s'est rendue célèbre, en particulier avec ces fameux édifices, ces grandes maisons, ces grands immeubles ateliers de Canut. Le palais de justice, dont on aperçoit une partie de la colonnade sur la gauche, a été construit dans le premier tiers du XIXe siècle par un architecte qui avait le sens de la grandeur romaine. C'était Pierre-Louis Baltard, le père de celui qui a construit les Halles de Paris. Un peu plus au sud, la passerelle de Saint-Georges sur la Saône, avec là encore, on ne peut que constater cet épaulement des immeubles les uns les autres qui crée une sorte d'harmonie, de succession de façades qui, alors là, justement, je vais le rappeler encore une fois, a malheureusement été brisée au niveau du quai Saint-Antoine avec le fameux projet qui a été réalisé en 2 temps sous un mandat de Louis Pradel, le quai Saint-Antoine, où on a construit un immeuble d'une grande banalité, mais extrêmement cher. Et l'argument de vente des appartements de cet immeuble, c'était la plus belle vue sur le Vieux-Lyon. On continue. Là, vous devinez, on est dans le jardin des Roses Anciennes, au-dessus de la maison de Pauline Jaricot, à Fourvière, et vous avez les toits du Vieux-Lyon. Vous avez aussi les toits du Vieux-Lyon, avec leurs tuiles, leurs cheminées, qui
qui constitue là aussi une sorte de chose extrêmement particulière qui fait vraiment partie du paysage lyonnais. De la même manière, on retrouve des choses comparables dans la presqu'île, qui faisait dire à mon ami voisin qu'il n'y avait pas un vieux lion, il y avait deux vieux lions, celui de la rive droite et celui de la rive gauche. Alors là, une histoire, donc début. Un des plus beaux ensembles de théâtre qui reste en Gaule, c'est cet ensemble-là, qui très heureusement aujourd'hui continue de vivre d'ailleurs, comme à l'époque romaine, grâce aux Nuits de Fourvière, et qui fait que l'été lyonnais devient un été tout à fait culturel. De l'autre côté de la Saône, sur la rive gauche, alors là c'est pareil, si vous me laissez parler, on en a pour une heure. Il faut évoquer cet amphithéâtre pour plein de raisons, mais je ne vais pas le faire parce que je vous laisse le deviner. Et puis, de toute façon, nous l'avons écrit un petit peu, nous le signalons dans le livre, vous le verrez. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des points de vue, c'est pareil, c'est des belvédères qui font qu'il y a un élément. Nous avons ici un élément qui a su ne pas être complètement détruit, dont nous avons un joli reste, qui reste d'ailleurs quand même à être encore mieux mis en valeur. Et puis, nous avons une relation forte entre cet élément-là et le reste de la ville. Et c'est ça qui fait l'intérêt de se promener dans cette ville de Lyon. C'est toujours d'aller du singulier au pluriel et de revenir du pluriel au singulier. Et on continue. Chef-d'œuvre de l'art roman, la basilique d'Énée, hein, qui a été magnifiquement restaurée, justement. Alors là, c'est pareil, pour cette restauration, on a eu une remarquable continuité entre les architectes en chef, puisque c'est Jean-Gabriel Mortamet qui a commencé la restauration de cet édifice, et c'est Didier Reblin, avec des équipes tout aussi remarquables, qui a terminé cette restauration tout à fait remarquable, qui a apporté la plus grande joie, le plus grand plaisir à mon ami Charles Mérieux, dont l'appartement donnait sur le chevet de cette basilique. J'ai envie de jouer aux devinettes, hein. Vous demandez où on est, mais vous l'avez tout de suite deviné. Nous sommes chez les Gadagne, ces fameux banquiers italiens qui sont venus et qui se sont logés dans une des plus belles maisons qui existaient déjà, qui l'ont réaménagée, qui ont fait de deux maisons, qui en ont fait une seule, la maison Gadagne, l'hôtel Gadagne, hein, c'est un des seuls immeubles qui portent le nom d'hôtel. À Paris, il y a plein d'hôtels particuliers. Ici, à Lyon, il y en a quelques-uns, il n'y en a que très peu. Celui-ci en est un, et il a été racheté par la ville au début c'est Herriot quand même qui a fait ça, il faut lui reconnaître ça, et il abrite le musée historique de la ville, ainsi que le musée international des marionnettes. Donc ça, c'est la cour. On parlait de Soufflot tout à l'heure. Voilà une image qui permet de voir là aussi le jeu qu'on peut s'amuser à faire quand on a un appareil, quand on a son œil et qu'en plus on a un appareil pour saisir ce que l'œil a cadré, on fait inévitablement ce lien entre le parapet du pont Wilson et le grand développement de la façade que Soufflot n'a pas pu voir de son vivant, parce que lorsqu'il est mort, il y avait à peu près seulement un tiers de l'édifice qui était réalisé. Et ici, par contrepoint, vous avez là aussi un magnifique alignement de façade, beaucoup plus simple, avec des ouvertures très importantes. Pourquoi ? Parce qu'il faut apporter la lumière sur les métiers des canuts, voilà, les fameux immeubles dits immeubles de canuts. Et là, j'ai envie de vous poser la question. Si vous reconnaissez ce lieu, ça me paraît difficile que vous puissiez le reconnaître, parce que depuis qu'il a été restauré, eh bien,
il ne sert à rien. Alors qu'il devrait servir à quelque chose quand même. Hein. Alors, il faut savoir que c'était justement la chapelle des prisons à l'arrière du palais de justice construit par Baltard. Donc on est côté rue Saint-Jean et c'était le côté des prisons, c'est ce qui explique la présence des grilles qui cernent l'édifice de ce côté-là. Et en plein milieu, vous avez comment dire, un corps de bâtiment qui avance et qui abrite cette chapelle qui était destinée aux prisonniers, hommes d'un côté, femmes de l'autre, dans leur cellule. Et donc, c'était la chapelle. Et cette chapelle a été retrouvée, a servi pendant longtemps de salle d'audience pour le palais de justice qui n'avait pas assez de place dans son édifice historique. Et puis comment dire, il a failli, il est parti, une grande partie a été reconstruite à la Part-Dieu, justement, on va toujours vers l'est, à la Part-Dieu, et à partir de là, on a pu donc, lors de la grande restauration entre 2008 et 2012, redonner l'aspect originel de ce grand magnifique espace qui était destiné avec dans les niches qui sont de part et d'autre. Donc, il faut vous imaginer qu'il y avait un autel qui était au pied de la partie sombre, et puis de chaque côté, il devait y avoir une statue invitant les gens à la prière. Le palais du commerce, qu'on appelle aussi la bourse, hein, qui a été construit au XIXe siècle dans une architecture qu'on appelait l'architecture néo-renaissance, justement. Donc, j'ai oublié le nom de l'architecte, mais vous allez me le souffler, a déployé là un édifice absolument monumental, remarquable, que Napoléon III est venu inaugurer en personne. Et c'est là que s'est créée la première banque de dépôt au monde. Elle s'est appelée le Crédit Lyonnais. Et donc, elle a d'abord été hébergée dans ce palais. Et ensuite, le fondateur, Henri Germain et ses associés ont acheté une parcelle faisant exactement en face du palais du commerce. Et puis après, ils ont racheté toutes les parcelles à côté. Et je vous invite à le faire. C'est une véritable découverte d'une traboule tout à fait particulière. Hein. C'est la traboule de la banque. Vous entrez par la rue de la République, et puis vous ressortez par la rue Édouard Herriot, et vous traversez tout le Crédit Lyonnais. Et l'architecture intérieure vaut la visite. Hein. Voilà. Donc je vous le recommande. C'est René Dardel, non? Pardon? René Dardel. Dardel, c'est ça, merci. René Dardel, qui est l'architecte de ce magnifique édifice. Là nous sommes au 20e, voire 21e siècle, puisque c'est le grand projet qui a commencé sous le mandat de Michel Noir de créer une cité internationale à la place du Palais de la Foire, puisque la Foire avait, manquant de place, s'était orientée encore vers l'Est, toujours, de votre côté, chez vous. Elle est venue tout près d'ici, donc avec des espaces encore bien plus vastes. Et donc le projet de Michel Noir. De l'italien Piano, merci. Renzo Piano a été réalisé en fait en plusieurs étapes. Et il a commencé à être réalisé sous le mandat de Michel Noir, il s'est un peu poursuivi sous le mandat de Raymond Barre, et il s'est terminé sous le premier ou le deuxième mandat de Gérard Collomb, avec l'amphithéâtre tout à fait au nord. Et la passerelle
La passerelle a été construite ensuite, donc au début de notre siècle, et elle s'appelle la passerelle de la paix, qui permet de réunir les deux rives du Rhône. On continue. Cette image mériterait de très longs commentaires. Je l'appelle Lyon de tous les siècles, ou presque. Parce que là, on a vraiment qui s'épaule, qui se mélange, qui s'accompagne. Et on a même des erreurs, des erreurs. Par exemple, si on peut pointer ce qui est au pied de la tour du Crédit Lyonnais, le bâtiment blanc, là, voilà. Ça, ce bâtiment blanc, c'est une grosse verrue. C'est une grosse verrue dans la presqu'île. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui a eu l'autorisation de sortir de l'échelle qui avait été tout le temps respectée jusqu'au XXe siècle pour la construction des immeubles de la presqu'île. Il y avait, je vous parlais tout à l'heure d'une harmonie des volumes. Il y avait harmonie des volumes, mais aussi des hauteurs. On ne dépassait pas telle hauteur. Et là, celui-ci, eh bien, on le doit à M. Pradel, hein, et ça fait partie des verrues pradéliennes. Et en plus, du côté où on le voit, il n'est pas très intéressant à regarder, on peut remarquer. On a envie de dire, mais il n'est pas fini ce truc-là. Il faudrait qu'il continue pour nous présenter des façades, des vraies façades, et non pas des murs pignons, comme c'est le cas. C'est dommage. Voilà. Et vous avez ici donc un petit morceau du palais de l'Archevêque, qui est devenu la bibliothèque, avec sa petite tourelle. Non, plus bas. Voilà, ici, avec sa petite tourelle. Et vous avez la partie en vert correspond à la couverture de la cour intérieure du palais de l'Archevêque, qui a été transformée en silo à livres lorsque le bâtiment a été dévoué à la bibliothèque municipale de Lyon. Et maintenant, la bibliothèque municipale se trouve bien sûr à l'est, à la Part-Dieu, comme je vous dis, comme on peut le deviner. Et vous avez, on a une petite amorce de la partie haute de ce qui a été construit par les chanoines du chapitre, qui est donc sur la gauche de la verrière. Vous avez la partie là, non, justement, c'est ça. Là, les parapets là, qui sont là, voilà, ça. Donc c'est la partie haute d'un véritable palais qui avait été commandé, qui voulait montrer, parce qu'il y avait des rivalités entre l'archevêque et le chapitre. Donc il y a eu même des procès qui ont duré des siècles. On en a toutes les traces. Des procès entre l'archevêque poursuivant le chapitre, parce que le chapitre a mis ses écuries qui empestent le nez de l'archevêque dans son palais, etc. Des choses comme ça, des choses absolument étonnantes. Et l'architecte qui avait été contacté par les gens du chapitre, c'est un très très grand architecte du XVIIIe siècle, un contemporain de Soufflot, il s'appelait De Crénis. Il n'a pas pu terminer son édifice parce que il y a eu la Révolution française. Et il est allé, lui, pour prêter ses services à la cour de Russie, et il a participé à la construction de grands immeubles à la capitale d'Alexandre, Saint-Pétersbourg. Merci, à Saint-Pétersbourg. Il fallait à Saint-Pétersbourg. On continue, mais il faut m'arrêter parce que franchement, là, j'ai eu la possibilité, j'ai eu la chance, le privilège, grâce à tous mes amis, d'aller faire des photos, et je continue d'y aller régulièrement depuis depuis le pont supérieur de la tour du Crédit Lyonnais, dont vous voyez l'ombre qui se dessine là, au pied. Et c'est donc une vue de la ville de Lyon, cette fois, de l'est vers l'ouest, et on peut deviner ce qui correspond à ce qu'on appelle le site historique de la ville. Et ce site historique de la ville, on voit qu'il se poursuit assez harmonieusement sur la rive gauche de la Saône. Donc la cathédrale Saint-Jean, vous voyez, et derrière la cathédrale Saint-Jean, ce bâtiment dont je vous parlais, de Crénis, le voilà, avec des couleurs jaune orangé, et puis un travail
un travail de, comment dire, de sculpture de la façade assez remarquable. Et c'était la manière dont les chanoines de Condes voulaient donner la leçon à leur archevêque, pour faire mieux que l'archevêque. Leur bâtiment était plus haut. Et là, vous avez, au cours des restaurations de la cathédrale, il a fallu remplacer un certain nombre de gargouilles. Et le sculpteur, qui est mon ami Emmanuel Fourchet, a dû remplacer une gargouille du 19e siècle qui s'était abusée, comme on dit à Lyon. Et il a proposé de faire cette gargouille-là. Il a expliqué que c'était une sorte d'appel désespéré à Dieu. Voilà. Donc voilà le personnage qui appelle désespérément Dieu à faire quelque chose pour ce monde qui va si mal. Il était en pleine dépression, le pauvre garçon, quand il a fait cette magnifique œuvre. Alors là, on va passer assez rapidement quand même, mais on va entrer dans le vif du sujet. Je vous ai parlé tout à l'heure des restaurations qui n'ont pas manqué de continuer de se faire. Eh bien, là, vous allez voir des étapes. C'est la restauration intérieure de la cathédrale Saint-Jean. Donc, ce que vous allez voir comme image, c'est essentiellement la restauration de la partie du chevet et des premières travées de la nef. Alors, on y va. Vous allez voir. Je vous laisse apprécier comment dire, d'où on est parti, et vous allez voir où on est arrivé. Donc on peut défiler, pas trop vite, mais quand même assez rapidement. Ça permet si on avait un peu de temps, je vous montrerai plus en détail. Vous pouvez remarquer que par exemple, on ne distingue plus rien des différents éléments qui constituent l'ornementation, même sobre, de cette cathédrale. Parce que tout est comment dire, grisaillé par des siècles et des siècles de fumée, de bougies, d'encens, etc. Les voûtes, c'est la même chose. Donc on dresse les chavats, et voilà le résultat. Voilà le résultat. Le résultat, eh bien, c'est un chevet lumineux, quelque chose de clair. Le soleil qui traverse les vitraux donne à la pierre un aspect marbré. Vous pouvez voir, il y a une sorte sur la partie haute du chevet, vous avez des brillances. Et ces brillances, c'est des pierres marbrières qui ont été traitées spécialement pour pouvoir justement rendre les rayons du soleil. Et puis, au niveau des détails, on voit mieux souligner les frises de couleurs qui sont au-dessous et au-dessus de la galerie supérieure. On continue. Et là, au niveau du détail, donc en phase de restauration, on a ce travail sur ces petites sculptures d'un roi en train de chevaucher. Et vous voyez à l'arrière, on a rétabli les bonnes couleurs à base de poudre de marbre, de couleurs qui permettent au chevet de retrouver sa splendeur d'origine. Les sculptures, alors j'ai eu la chance d'aller sur les échafaudages, donc j'ai pu faire des gros plans. Celle-ci, elle se trouve à peu près à 25 ou 28 mètres de hauteur, donc il faut se munir de jumelles pour pouvoir l'apprécier quand on est en bas, bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a eu un sculpteur au Moyen-Âge qui a mis tout son talent pour créer ce personnage qui contribue à l'ornementation de la cathédrale. On continue. Oui, il est là-haut. Voilà, là-haut. Et puis les chapiteaux, le travail des chapiteaux. Beaucoup de chapiteaux étaient très abîmés. Il a fallu les reconstituer. Ça a été remarquablement fait par les tailleurs. Là, on est dans la nef. C'est la clé de voûte, une des clés de voûte, parce qu'il y a un certain nombre de travées. Donc, les arcs se rejoignent. Et on a donc redécouvert que ces clés de voûte étaient remarquablement travaillées, sculptées, avec des personnages, un personnage tourné vers l'Orient, un personnage tourné vers l'Occident, et en dessous des motifs sculptés de végétation.
Et donc on est parti il a fallu nettoyer tout ça et puis redonner l'aspect d'origine en se servant des vestiges retrouvés, des couleurs qui ont été utilisées au départ. Et voilà le résultat. Donc je vous invite, si vous retournez à la cathédrale, à bien lever les yeux quand vous êtes dans la nef, à vous munir de jumelles, et vous aurez ces images en gros plan. Travail de restauration, alors j'en montre qu'une, hein. C'est la rosace du transept nord, celle-ci. J'ai pu faire tous les détails, toutes les petites scènes qui figurent dans les différents médaillons. On pourrait y passer 1 heure, rien que pour cette rosace. Donc on va continuer. On retrouve, avant la restauration, l'état du transept, justement. Et je vous invite à regarder plus particulièrement, à voir les colonnes. Les colonnes qui sont, alors, d'une part la frise, qui n'étant pas dans le chevet, n'est pas traitée de la même façon, avec les mêmes couleurs, donc une teinte plutôt marron. Et puis alors, regardez au-dessus les pierres, qui ont été des pierres récupérées. Lorsqu'on a construit le transept, on a récupéré des pierres qui appartenaient à la première cathédrale Saint-Jean, qui elle-même avait été déjà prise dans les monuments romains qui restaient. Donc à Lyon, on a l'art de la récupération et de faire resservir les choses qu'on peut garder. Et donc ces 3 colonnes sont tout à fait étonnantes. C'est probablement des marbres, ou des pierres rares qui avaient été apportées par les Romains, par la mer Méditerranée, pour construire les temples qu'ils ont construits sur Fourvière. Là, vous avez justement une chose intéressante, c'est la partie qui est au fond vient d'être restaurée et la partie qui est près de nous attend de l'être. Vous avez donc là ce qui annonce ce que va être l'ensemble de la cathédrale une fois que la restauration sera terminée. Et là, on reste quelques secondes, Viguier est plein, lorsqu'il y a eu la célébration de la fin des travaux du chevet, a rassemblé tout le monde, il y a eu une sorte d'inauguration, et il a fait venir tous les artisans de tous les corps de métier qui ont travaillé à restituer cette magnifique splendeur, on va dire, de la cathédrale. Et voilà ce que ça a donné, et qui maintenant est quasi terminé. Il reste encore 2 ou 3 chapelles. Il reste la grande chapelle des Bourbons, mais on va dire que 90% de la cathédrale est maintenant terminée. Alors on passe au temple du change, la loge du change de Soufflot. Vous voyez, magnifique construction du milieu du XVIIIe siècle, qui n'était pas en très très bon état il y a quelques années, et à propos duquel il a été décidé d'entreprendre une restauration, mais vraiment lourde, très forte. Alors vous voyez en particulier, le médaillon central est en très mauvais état, les pierres, on va voir, les pierres étaient toutes, très abîmées, effritées, etc. Donc c'était une grosse restauration. Alors on commence par mettre un rideau, on met un échafaudage, on met un rideau, et ensuite on commence le travail de nettoyage, donc c'est le nettoyage à la base. On n'est pas trop violent quand même maintenant pour ne pas abîmer la pierre. On fait en sorte que la pression ne fasse partir que ce qui doit partir. Et on obtient une première étape et après une deuxième étape, vous voyez, donc voilà l'étape définitive. On obtient déjà ça. Ensuite, il y a des pierres qu'il faut complètement remplacer. Donc cette pierre a été entièrement taillée pour être mise en place. Elle va être mise en place. La voici en plein air, dans l'air, là, montée avec une grue pour prendre sa place à l'endroit. Et donc on commande à la main avec un des ouvriers de l'entreprise Comte. Donc la pierre va être placée, posée,
scellés dans la pierre voisine pour permettre de retrouver les lignes pures correspondant à l'origine de la construction. Et elles s'intègrent au reste de la façade. La voici, en gros plan. Et pour terminer, il y a ce qu'on appelle le badigeon de protection sur la pierre qui permet de la protéger pendant un temps assez important. Autre travail de sculpture, de restauration de sculpture, les têtes de lion qui sont au-dessus des cadrans du temple. Donc là, c'est un véritable travail comment on appelle ça? L'orfèvre. Comment on appelle ça? Les personnes qui refont les visages, qui vous mettent du silicone, etc. Hein? Chirurgie esthétique. Voilà, chirurgie esthétique, merci. C'est de la chirurgie esthétique, mais avec des sujets très vivants. Comme vous voyez, il a une expression, ce lion, une expression remarquable, et qui ne demandent qu'à retrouver leur expression d'origine. Voilà le résultat. C'est le lion qui nous fait signe de nouveau, qui a été bien restauré. Et son voisin, au-dessus du cycloscope de Soufflot, qui donne la date. Vous voyez, donc c'est date de 2015. Et puis la partie centrale, donc la voici, dans son état d'origine. Alors on commence par enlever les masses qui sont condamnées. On met des pierres qu'on est allé chercher dans les carrières, qui soient les pierres les mieux appropriées pour s'adapter au bâtiment. Et ensuite, le sculpteur commence par tracer là où il va intervenir. Il fait un travail de tracé. Mon ami Patrick Temperville de l'entreprise Comte, qui a fait ce chef-d'œuvre de restitution. Donc on va suivre son travail, étape après étape, et on va voir petit à petit surgir de la pierre brute, vous voyez, du bloc de pierre. On va voir les légumes, les fruits, tout ce qui correspond à la richesse des cornes, la richesse offerte par les cornes d'abondance, puisque c'était ce que Soufflot avait dessiné pour faire l'ornementation du fronton de cette loge du change. Hein, la loge du change, ben, c'est l'abondance, bien sûr, on fait appel à l'abondance. Voilà, il a fini son travail, il constate le résultat, et il a raison d'être content de son travail. Voilà le résultat. C'est du de nouveau tout neuf, mais qui respecte complètement l'esprit de ce qui a été, de ce qui a précédé, et qu'il a fallu enlever parce que c'était en très mauvais état. Alors ensuite, il y a un travail qui est accompli par les couvreurs, parce qu'il faut protéger la pierre avec du plomb, du cuivre. Donc là, on suit, là pareil, hein, on va faire une sorte de petit film en images arrêtées. Donc tous ces gens, tous ces couvreurs, tous ces ouvriers sont des ouvriers très hautement qualifiés pour le bâti historique. Alors bien sûr, quand on utilise le plomb, il faut le battre à la main. Et là, on est en plein été, sous un cagnard absolument... il fait 40-45 degrés au soleil. Et il faut quand même travailler, hein, il faut continuer. Et ce n'est pas une sinécure. C'est pas un travail de photographe. Voilà l'écusson qui a retrouvé sa protection. Et ensuite, on continue avec les ébénistes qui ont remis les dents au lion, parce qu'il y a plein de lions sculptés au-dessus des portes, au bas, à la base des impostes. Il y a plein d'impostes en bois. Et il a donc fallu, là aussi,
restaurer complètement, remettre le bois, le resculpter. Vous voyez le côté très soigné, très minutieux du travail qui a été accompli par ces grands spécialistes. Voilà, le résultat, c'est que on est en face des portes, comme si la loge du change venait d'être livrée à sa fonction. Voilà donc la façade de ce qu'on appelle aujourd'hui le temple du change, hein, mais qui est l'ancienne loge du change. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir tenu le coup. Si vous avez encore des questions, vous interrogerez les livres qui sont là à votre disposition. Je pense que vous aurez pas mal de réponses. Et puis moi, je vous remercie de votre attention vraiment qui m'a bien porté. Merci beaucoup.